Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième partie du déchiffrage du numéro spécial The World In 2020 du magazine The Economist. Alors, bien sûr, après trois parties vraiment d'une très grande qualité, je vais aborder cette quatrième séquence avec toujours l'humilité, hein, bien sûr, qui me caractérise et la constance dans la qualité, la consistance dans les sujets abordés et surtout le cheminement et la pédagogie pour un meilleur didactisme. Alors, pour avoir davantage d'informations sur le 2020 qui est quand même pas si évident que cela, j'essaie d'aborder sereinement la structure, hein, du 2018, basée sur le jeu de loi notamment, bien sûr, mais qui est de forme carrée, hein. Comme on le voit, bien sûr, nous avons un jeu de loi ici, avec le parcours initiatique du vieillard, qui fait son parcours, comme ça, mais il est de forme carrée, ce n'est pas de forme cylindrique. Donc ça m'interpelle et bien sûr, on le sait, les rédacteurs du The Economist, hein, ils aiment communiquer en manipulant, hein, les symboles, et en introduction, bien sûr, un article, bien sûr, de Transmutatis, puis un autre article aussi de Transmutatis.fr, bien sûr, hein. Dans un premier temps, pour comprendre comment The Economist parle aussi des numéros spéciaux, bien sûr, et la manière dont il manipule, et puis bien sûr, juste après, une première introduction, une première compréhension sur la structure de la matrice asservitante avec le corps énergétique, bien sûr. Alors on y va, c'est parti. C'est quand même un site assez extraordinaire, ce site de Transmutatis. Bien évidemment, alors, illustration de la communication du système The Economist. Alors, on voit les quatre derniers numéros, puis je vais lire bien évidemment l'intégralité. Parce que c'est quand même très intéressant. Bien évidemment, il me semble que j'avais parlé à la partie décryptage final, partie 1. J'avais déjà abordé le thème. Très intéressant. The Economist, hein, est un groupe de presse économique britannique qui a son siège dans la cité de Westminster à Londres, hein, depuis août 2015, et la vente de la participation du groupe de presse Pearson. Ses actionnaires sont Exor, famille Agnelli et la famille Rothschild. Bien évidemment. Ce puissant média d'influence utilise un subtil codage dans ses couvertures annonçant la nouvelle année pour livrer cette prédiction suffisamment juste dans leurs effets, souvent dramatiques, pour qu'on l'on y voit la seule empreinte du hasard. Ainsi, la couverture de l'année 2017 ne fait pas exception à la règle avec l'utilisation des cartes du tarot, ou pour le 2018 avec une tirade de symboles en 4 couleurs, il n'y en a pas plus bien sûr. Pour quel soubresaut en 2019, l'homme de Vitruve robotisé annonçant le blackout civilisationnel à venir, c'est intéressant ça, annonçant le blackout civilisationnel à venir, intéressant. Je parlais effectivement de tempête solaire notamment. C'est ceux qui en parlent. Enfin, moi, j'essaie de décrypter humblement. Quant à 2020, sa grille ophtalmologique égrène le calendrier de la programmation astrale dédiée Trump, Brexit, climat, récession, biodiversité, Tokyo, Mars, bombe, Beethoven, vision, etc. Vision en rouge, et war, guerre en anglais, Russie, etc. Donc voilà pour une première introduction sur l'illusion des The Economist. Et puis, bien évidemment, je parlerai des 7 tours du diable en fin de première partie. C'est quand même très intéressant. Bien évidemment, encore une fois, sur les travaux de René Guénon. Bien évidemment, le corps énergétique terrestre ici sous contrôle avec le champ de Mars, justement, et le mot Mars qui va m'intéresser dans cette quatrième partie, bien sûr. Et c'est quand même très bien. Avec toujours le remix du générique Stranger Things, bien sûr. Si l'homme de Vitruve attribué à l'artiste Léonard de Vinci représente le corps énergétique par ses divines proportions mathématiques, c'est pour signifier qu'il est en permanente interrelation avec les énergies célestes, le champ éthérique, qui le nourrissent pour le meilleur ou pour le pire. C'est ainsi que les mages babyloniens, relais terrestres du corpus prédateur de la quatrième dimension, la matrice astrale, ont configuré les trilles terrestres pour empêcher ou altérer le passage de la vibration énergétique positive, permettant à l'être humain de recevoir la juste information en toute conscience de qui il est. Et ce, tout particulièrement dans les capitales porte-étendards dévoyées. C'est ainsi qu'apparaît le champ de Mars, justement, dieu de la guerre,
est la réplique florale et minérale de l'homme de Vitreux, se trouvant dominé par la tour Eiffel, antenne relais nécessaire avec le treillis électromagnétique du, euh, du champ astral. C'est quand même assez intéressant. Alors après, cette introduction importante, on voit bien dans le 2019, le Vitruve, bien sûr, cette structure du carré du jeu de loi nous amène aussi à la marelle et à la géométrie, bien sûr, des cathédrales. Et sur le site cathédrale gothique, nous avons un très bel exposé sur les cathédrales, parfois appelées lieu de Jérusalem, ainsi que leur structure qui peut nous orienter sur des éléments intéressants. Bien évidemment, la quintessence pour meilleure compréhension, comme d'habitude. C'est quand même très intéressant ce jeu de loi en lien avec la Marelle. Et puis, bien évidemment, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des cathédrales? En dehors de la réalité historique, ce parallèle entre le labyrinthe et le Marelle n'a rien d'un effet rhétorique. C'est surtout le fond de 2018 qui m'intéresse, avec la symbolique de carré, en lien avec la Marelle, bien sûr, et le jeu de loi. Il prend finalement une structure carrée de Marelle, de jeu de Marelle. Un jeu de loi sur fond de Marelle, c'est intéressant, proposant un chemin unique qui nous mène vers un centre mystique et localement baptisé paradis. La Marelle ronde n'est pas sans évoquer le labyrinthe gothique ou jeu de loi. Dans la même famille, les Marelles assises semblent être la représentation directe d'un tracé ou d'une progression géométrique. Il est fascinant de voir la ressemblance entre la Marelle dite à 9 pions et la figure nommée triple enceinte, qui est la... Intéressant, triple enceinte, qui elle-même est à l'image du tracé régulateur gothique. Il convient donc d'étudier plus avant ce symbole. L'étymologie, comme vous savez maintenant, est controversée. La plus courue rattache le terme au vieux français merel, mero, soit un jeton, un palais. Pour d'autres, elle viendrait de la fusion du latin mereo, soit être digne d'une chose, et de meritum, signifiant en gros récompense. Une nouvelle tendance cherche à associer à la fois les termes des méros et de la marelle au pré-roman mar, qui signifie pierre. Pourtant, l'étymologie qui relie marelle au grec méros est la plus séduisante. Méros comporte une idée de part de mesure de répartition, ce qui exprime parfaitement la trame géométrique d'une marelle. La figure est distinctement appelée triple enceinte, labyrinthe, carré magique, jeu du moulin aux marelles. Son origine se perd dans la nuit des temps. On en trouve en Égypte, à Troie il y a plus de 5000 ans, dans la vallée de l'Indus, en Irlande à l'âge de bronze. En France, on peut en voir sur des murs de châteaux, d'églises, de commanderies, sur les dallages, des grottes, des endroits très divers. Mais la liberté qui préside à ces dispositions interdit d'appeler toute corrélation. Alors, cette notion de triple enceinte, j'allais voir juste après, bien sûr, avec encore une fois les travaux de René Guénon sur la triple enceinte. C'est quand même le site d'Uruk en Mésopotamie, avec déjà des notions de triple enceinte, bien évidemment. Très intéressant. Il s'est passé à Uruk ce qui s'est passé en Occident des millénaires plus tard. Le labyrinthe prend la forme du jeu, notamment celui du jeu de loi. Enfin, ultime avatar, le labyrinthe devient le jeu de la marelle. Une nouvelle fois, les symboles se télescopent, se revoient les uns aux autres. Dans cet exemple, le rapport entre la triple enceinte et l'architecture est évident. Reste la signification ésotérique du tracé. À la lumière du Liber Chronicarum, également appelé chronique universelle ou chronique de Nuremberg, on comprendra qu'il figurait un archétype architectural biblique, la Jérusalem céleste. Ce dessin schématise la vision prophétique de la Jérusalem céleste donnée par Ézéchiel. Sur la figure C, justement, nous voyons le Liber Chronicarum, symbolisant la Jérusalem céleste, donc recouvre bien des acceptions et la littérature qui en parle est trop vaste pour être résumée. On retient dire que le concept de Jérusalem céleste désigne d'une façon générale une cité idéale, matérielle ou symbolique, un lieu où régnait la justice et la fraternité. Pour certains, c'est une terre promise et représente une sorte de retour à une perfection initiale. C'est là pour le coup les choses sont claires.
Le même dessin figure également dans le Possia in Bibliam de Nicolas de Lyre. Ces planches ne font que décrypter l'antique figure de la Jérusalem céleste, et que l'on retrouve dans les miniatures illustrant l'Apocalypse de Bitus de Liébana ou dans celle de l'Apocalypse de Saint-Sever. A noter que l'origine de cette représentation est probablement antérieure au IXe siècle. Toutefois, le dessin cache un secret, une triple enceinte. Au premier regard, l'œil ne perçoit pas ce tracé. Suivant les règles du symbolisme traditionnel, l'artiste l'a délibérément dissimulé au profane. La figure 8, chacun des côtés de la miniature, est délimitée par des lignes qui, si on les prolonge, se croisent, dessinant les trois enceintes. Il apparaît ainsi que dès l'origine, la symbolique ésotérique de la triple enceinte a été présentée dans l'iconographie de la Jérusalem céleste. Donc là, on voit le dessin. Et puis là, finalement, avec les traits, on voit bien que ça représente une triple enceinte, bien sûr. Alors, pour terminer, en résumé, je retiens que la triple enceinte peut se rapporter à un tracé régulateur ou une progression géométrique tout en symbolisant la Jérusalem céleste. C'est un tracé secret, dissimulé, ce qui explique sa rareté, voire sa quasi-absence du paysage ornemental des églises et cathédrales. Il était réservé à un petit cercle d'initiés. Il est à noter que la franc-maçonnerie n'a jamais directement revendiqué ce symbole. Certaines obédiences s'en serviraient en tant qu'allusion à leur rituel, à l'agencement symbolique du temple et à la représentation des trois principaux degrés d'initiation. René Guénon confirme ce dernier point, mais je manque d'informations pour développer plus avant. Dans tous les cas, le rapport avec l'architecture est ici très lointain. Pour terminer rapidement, il reste une hypothèse fréquemment avancée, celle qui associe la triple enceinte à la croix celtique. En effet, dans les milieux celtisants, la triple enceinte est appelée carré druidique. Bien évidemment, justement, sur les travaux de René Guénon, sur hermes.archive.blogspot.com, Guénon, la triple enceinte druidique. Alors, je reviens bien évidemment sur les économistes, notamment le 2018, justement. Voilà. C'est intéressant de voir cette triple enceinte. On peut la voir comme une triple enceinte, bien sûr. Hein. On peut la voir comme une triple enceinte, bien évidemment, et voir un tracé de la Jérusalem céleste dissimulée. J'ai vu un youtubeur parler de ça, c'était intéressant. Effectivement, cette structure nous parle de triple enceinte avec la triple enceinte qui symbolise la Jérusalem céleste. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis il y a une iconographie de couleurs, etc. C'est vraiment très 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 intéressant dans le raisonnement et puis dans le décryptage aussi. C'est vraiment très intéressant à noter. Puis moi je continue justement dans cette analyse avec les travaux de René Guénon, bien sûr, que ce soit sur la triple enceinte druidique, que ce soit sur le Kali Yuga, ou que ce soit sur les 7 tours du diable que je vais voir juste après. C'est quand même assez formidable, bien évidemment. Je vais relire bien évidemment la quintessence, bien évidemment. Alors, cette figure qui est très intéressante, l'interprétation du symbole en question comme figurant une triple enceinte nous paraît fort juste. Et M. Lecourt, à ce propos, établit un rapprochement avec ce que dit Platon, qui, parlant de la métropole des Atlantes, décrit le palais de Poséidon comme édifié au centre de 3 enceintes concentriques et reliées entre elles par des canaux, ce qui forme en effet une figure analogue à celle dont il choisit, mais circulaire au lieu d'être carrée. Effectivement, quand on voit certains films, on voit l'Atlantide en cercle, etc. Effectivement. C'est quand même très 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 intéressant. Alors, cette signification, c'est un paragraphe quand même important. Hein. Maintenant, quelle peut être la signification de ces 3 enceintes? Nous avons tout de suite pensé qu'il devait s'agir de 3 degrés d'initiation, de telle sorte que leur ensemble aurait été en quelque sorte la figure de la hiérarchie druidique. Et le fait que cette même figure se retrouve ailleurs, que chez les Celtes, indiquerait qu'il y avait, dans d'autres formes traditionnelles, des hiérarchies constituées sur le même modèle, ce qui est parfaitement normal. La division de l'initiation en 3 grades est d'ailleurs la plus fréquente et, pourrions-nous dire, la plus fondamentale. Toutes les autres ne représentent en somme par rapport à celle-là que des subdivisions, des développements plus ou moins compliqués. Ce qui nous a donné cette idée, c'est que nous avons eu autrefois connaissance de documents qui, dans certains systèmes maçonniques de haut grade, décrivent précisément ces grades comme autant d'enceintes successives tracées autour d'un point central
Assurément, ces documents sont incomparablement moins anciens que les monuments dont il est ici question, mais on peut néanmoins y trouver écho des traditions qui sont qui leur sont fort antérieures, et en tout cas, ils nous fournissent en la circonstance un point de départ pour d'intéressants rapprochements. C'est vraiment très intéressant ce paragraphe qui nous explique un peu tout. Bien évidemment. Alors, bien sûr, je veux dire ces deux derniers paragraphes qui chevauchent la figure 3 pour terminer cette séquence des travaux, encore une fois, de René Guénon extraordinaire. À ce propos, il convient de noter qu'il y a entre les deux formes circulaires et carrées de la figure des trois enceintes une nuance importante à observer. Elle se rapporte respectivement au symbolisme du paradis terrestre et à celui de la Jérusalem céleste. Suivant ce que nous avons expliqué dans un de nos ouvrages, en effet, il y a toujours analogie et correspondance entre le commencement et la fin d'un cycle quelconque. Mais à la fin, le cercle est remplacé par le carré. Et ceci indique la réalisation de ce que les hermétistes désignaient symboliquement la quadrature du cercle, j'en avais parlé. La sphère qui représente le développement des possibilités par l'expansion du point primordial et central se transforme en un cube lorsque ce développement est achevé et que l'équilibre final est atteint pour le cycle considéré. Alors je termine par ce paragraphe fantastique pour terminer. Au point de vue du symbolisme numérique, il faut encore remarquer que l'ensemble des trois carrés forme le duo des nerfs disposés autrement. Ces trois carrés auxquels s'adjoignent encore quatre lignes en croix constituent la figure suivant laquelle les anciens astrologues inscrivaient le zodiaque. Intéressant. Par rapport au 2018. C'est quand même très intéressant par rapport au 2018. On a le carré, et puis après, on a un symbole là, un peu partout. On a des symboles un peu partout. On peut voir des formes. C'est quand même intéressant. Duo des nerfs disposé autrement, c'est trois carrés auxquels s'adjoignent quatre lignes en croix constituent la figure suivant laquelle les anciens astrologues inscrivaient le zodiaque. Cette figure était d'ailleurs regardée comme celle de la Jérusalem céleste avec ses 12 portes, 3 sur chacun des côtés. Intéressant. 3, on a 4 côtés. On a 4 côtés, donc ça peut être une porte. Intéressant. Et il y a là un rapport évident avec la signification que nous venons d'indiquer pour la forme carrée, sans doute. Il y aura-t-il encore bien d'autres rapprochements à envisager, mais nous pensons que ces quelques notes, si incomplètes soient-elles, contribueront déjà à apporter quelques lumières sur la mystérieuse question de la triple enceinte druidique. Alors, bien évidemment, juste avant de parler du carré de Polybe, qui peut être intéressant aussi, c'est quand même assez intéressant ici. On peut voir 4 parties, c'est avec 3 portes. 3 portes de chaque. Pour entrer avec la triple enceinte, ça peut être considéré comme un labyrinthe. Et puis après, le deuxième carré de la triple enceinte avec des portes aussi, ou autre. Ça peut être vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que ces images peuvent nous apporter au niveau d'une ouverture, d'une porte pour ouvrir la séquence? Alors, on a les économistes précédents 2018, 2015-2016, qui sont analogues finalement, 2017, et ensuite 2019 et 2020, qui peut nous aider, parce que c'est un épisode, c'est un numéro spécial pivot, central, majeur, qui nous renvoie. Et puis, ici, on a cette comète, bien évidemment que nous revoyons, on la voit ici aussi. On la voit ici. C'est la même chose. C'est ce que nous allons voir en troisième partie. C'est quand même fondamental, ça. Qu'on a des images qui reviennent. Bien évidemment. Alors, j'ai une autre façon de voir les choses avec le carré. J'ai bien réfléchi sur le carré, bien analysé. Et le carré de Polybe peut nous aider pour en savoir un peu plus sur ce 2018. Avec le carré de Polybe. Et ce qu'on peut faire avec, tout simplement. Le carré de Polybe consiste à remplacer chaque lettre par les coordonnées de sa position dans une grille. Et puis on peut faire le lien aussi avec le 2020 aussi, justement. C'est ça qui est intéressant. Même si on a 63 symboles et 120 lettres. C'est pas pareil, certes, mais on peut trouver des choses intéressantes, trouver des codes
Ce système de codage, appelé aussi système de chiffrement, peut être rendu encore plus compliqué en lui ajoutant un mot de passe qui permet de remplir une grille avec un alphabet désordonné. On suppose que cette manière de coder était inventée par Polybe, historien grec qui a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Pour indiquer une lettre ou indiquer dans quelle colonne elle se trouve, puis dans quelle ligne, on obtient un couple de points qui indique la case dans laquelle la lettre est rangée. Donc ça peut être intéressant, je n'ai pas essayé, mais on a un code couleur ici, et on a des symboles, et avec les lettres ici. Donc c'est quand même intéressant. Entre le 2018 et le 2020, bien évidemment je mettrai en lien, vous pouvez essayer vous-même, hein, donc c'est intéressant de voir le système de couleurs des images de 2018 associées à ceux de 2020. Bien sûr, c'est à creuser. Bien sûr, c'est toujours humble. J'offre ça au collectif. Vous pouvez toujours mettre en commentaire ce que vous trouvez d'intéressant. Ça peut aider, hein, tout simplement. Bien évidemment, alors toujours sur cette analyse de la notion de la structure de la matrice asservissante, nous avons encore une fois les travaux de René Guénon sur les 7 tours du diable. Bien évidemment, les 7 tours du diable que nous avons ici, qui est très, très intéressant. Mais moi, j'ai un site brugita.fr qui est lui aussi un site habitué, bien évidemment. Là, nous avons la géographie, mais c'est un article plus intéressant ici sur brugita.fr, René Guénon et les 7 tours du diable. C'est très, très, très important pour comprendre cette matrice asservissante. Et dans le fond, parce que là, on a une sorte de tour qui nous fait penser, bien évidemment, au Seigneur des Anneaux, hein, qui est très, très symbolique par rapport à ça. L'œuvre de Tolkien, bien évidemment, parle de ça, les 7 tours du diable, avec les 2 tours, le célèbre film de la saga, notamment. Bien évidemment, j'ai la quintessence, et c'est quand même extrêmement intéressant et important. Au niveau culturel, on a aussi le jeu vidéo Doom Eternal. La saga Doom aussi nous parle de ça, c'est-à-dire d'un enfer qui se déchaîne. Bien évidemment. Et puis avec le mur, The Wall, on a aussi encore une fois Game of Thrones, bien sûr, qui parle de ça. C'est quand même évident. Qu'est-ce que ça nous dit sur les travaux de René Guénon et les 7 tours du diable? Le 11 septembre constitue indéniablement l'événement clé qui définit notre époque. Ce jour-là, beaucoup de masques sont tombés et le pouvoir occulte se dévoilait enfin, tel qu'en lui-même impitoyable, machiavélique et pervers. À cet égard, on remarquera que l'un des premiers commentaires émanait de Kissinger, un être haut placé dans la pyramide illuministe qui déclare laconiquement « Voilà quelle est la véritable puissance du mal ». On ne pouvait mieux résumer la situation. Bien évidemment, je vais lire les 3 derniers qui sont ici. Alors, d'un point de vue traditionnel, le mal n'a en vérité rien à voir avec la morale et les mauvaises actions. Dans son essence ontologique, le mal véritable n'est pas d'ordre individuel, mais supra-individuel, voire même infraterrestre, si l'on veut aller au fond des choses. En outre, la plupart des gens sont également convaincus que le diable est un concept judéo-chrétien, typiquement judéo-chrétien, ce qui est parfaitement faux, puisqu'on le retrouve chez les Noirs d'Afrique, les Arabes, les Perses, les peuples nordiques, les Égyptiens, les Chinois, etc., bien sûr. Toutes les traditions évoquent le mythe des 7 tours du diable. En Occident, c'est René Guénon qui a le plus contribué à le populariser via tout d'abord le compte-rendu qu'il fit du livre de Seabrook, Aventure en Arabie. Il aborde ensuite ce thème à divers reprises dans sa correspondance privée. Donc on a un passage très explicite, on a celui-ci qui est intéressant. Et moi je vais lire celui qui est juste en dessous, pour terminer cette première partie, avec ces fissures dans la grande muraille. C'est quand même très 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 important. Et c'est en lien aussi avec ce que je parlais en deuxième partie, en bonus, le col Dyatlov, pour le décryptage 2019 en deuxième partie en bonus. Le col de Dyatlov, bien évidemment, je pense que c'est en lien, très clairement. Bien évidemment que vous ouvrez une porte ou je ne sais quoi. Ça, là, c'est implacable. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment implacable. J'ai cette sensation-là que l'incident du col Dyatlov, c'est lié à ça, parce qu'il y a trop de concordance. On y va. Selon Guénon, ces tours servent donc à projeter des influences d'ordre malfaisantes.
En d'autres termes, ce sont des ouvertures en lien avec le monde infraterrestre à partir duquel des entités malfaisantes se répandent pour exercer diverses influences sur le genre humain. Puis on le voit bien aussi dans le film Jurassic World, le deuxième Jurassic World, où on a une horde, ou même Jumanji, ça parle de ça aussi. Parce qu'ils refont la séquence, ils refont la série Jurassic Park, ils refont la série Jumanji parce que c'est justement pour parler de ça, pour parler des inframondes, des monstres qui viennent. Alors, c'est bien évidemment transposé aux dinosaures ou aux animaux de Jumanji, mais c'est pour caractériser cette chose-là, implacable. Leur but est de maintenir les hommes enfermés dans le domaine de l'illusion, voire de les entraîner vers des mondes infra-humains dont la dernière étape ne peut être que la chute aux enfers qui constitue en quelque sorte le stade ultime des états inférieurs de l'être, fissure dans la grande muraille. Dans le règne de la quantité et les signes du temps, René Guénon donne un aperçu aussi très clair que précis au sujet des rôles de ces influences malfaisantes infraterrestres dans le contexte actuel de fin de cycle Kali Yuga. Là, c'est clair. Alors, sur ma vidéo précédente, j'ai vraiment tout expliqué. J'ai bien évidemment développé et vous voyez bien qu'il y a quasiment tout qui colle à cette fin de cycle. Tout ce que nous vivons, ça colle à la fin de cycle. C'est implacable. Ainsi, avons-nous parlé de fissures par lesquelles s'introduisent déjà et s'introduiront de plus en plus certaines forces destructrices, souvent le symbolisme traditionnel. Ces figures se produisent dans la grande muraille qui entoure ce monde et le protège contre l'intrusion des influences maléfiques du domaine subtil inférieur. Pour comprendre ce symbolisme sous tous ses aspects, il importe d'ailleurs de remarquer qu'une muraille constitue à la fois une protection et une limitation. En un certain sens, elle a donc, pourrait-on dire, des avantages et des inconvénients, mais en tant qu'elle est essentiellement destinée à assurer une défense contre les attaques venant d'en bas. Les avantages l'emportent incomparablement. Et mieux vaut en somme pour ceux qui se trouvent contenus dans cette enceinte être limités de ce côté inférieur que d'être incessamment exposés aux ravages de l'ennemi, sinon même à une destruction plus ou moins complète. De reste, en réalité, une muraille n'est pas fermée par le haut et par conséquent n'empêche pas la communication avec les domaines supérieurs. Et ceci correspond à l'état normal des choses. À l'époque moderne, c'est la coquille sans issue construite par le matérialisme qui a fermé cette communication. Or, comme nous l'avons dit, la descente n'étant pas encore achevée, cette coquille ne peut que subsister intacte par le haut. C'est-à-dire du côté où précisément le monde n'a pas besoin de protection et ne peut au contraire que recevoir des influences bénéfiques. Les fissures ne se produisent que par le bas. Donc dans la véritable muraille protectrice elle-même et les forces inférieures qui s'introduisent par là rencontrent d'autant moins de résistance que dans ces conditions, aucune puissance d'ordre supérieur ne peut parvenir pour s'y opposer efficacement. Le monde se trouve donc livré sans défense à toutes les attaques de ses ennemis, et d'autant plus que du fait même de la mentalité actuelle, il ignore complètement les dangers dont il est menacé. L'informateur avisé est une chaîne YouTube qui a quoi, 2000 même pas abonnés, hein, par exemple. C'est à cause de ça. Le système de la matrice asservissante préfère mettre en avant d'autres types de vidéos, avec des millions de vues. C'est la matrice asservissante. Voilà. Je ne citerai pas de nom, bien sûr, bien évidemment. Dans la tradition islamique, ces fissures sont celles par lesquelles pénétreront aux approches de la fin de cycle lors des dévastatrices de Gog et Magog, qui font d'ailleurs des efforts incessants pour envahir notre monde. Ces entités qui représentent les influences inférieures dont il s'agit, mais qui sont considérées comme menant actuellement une existence souterraine, sont décrites à la fois comme des géants et comme des nains, ce qui, suivant ce que nous avons vu plus haut, les identifie tout au moins sous un certain rapport aux gardiens des trésors cachés et aux forgerons du feu souterrain qui ont aussi, rappelons-le, un aspect extrêmement maléfique. Au fond, c'est bien toujours du même ordre d'influence subtil infracorporel qu'il s'agit en tout cela. Pour terminer, à vrai dire, les tentatives de ces entités pour s'insinuer dans le monde corporel et humain sont loin d'être une chose nouvelle et elles remontent tout de moins jusque vers les débuts du Kali Yuga, c'est-à-dire bien au-delà des temps de l'Antiquité classique, comme je disais dans la vidéo précédente, auquel se limite l'horizon des historiens profanes. Alors pour terminer, la localisation, les 7 tours du diable se veulent la contrefaçon parodique des grands centres initiatiques
Et à l'instar de ces derniers, elles sont censées refléter l'ordre céleste au sein du monde terrestre. Bien évidemment, les 7 chakras de la Terre, comme je disais, on en a en Himalaya, on en a en Angleterre aussi. Et on a, c'est souvent des montagnes, effectivement. Comme je disais, on en a aussi, bien évidemment, au Mont Sinaï et en Amérique, pas très loin de Seattle d'ailleurs, il me semble. D'ailleurs, c'est le chakra 1 le chakra numéro 1, le chakra racine, qui est en Amérique du Nord à côté de Seattle. Les 7 tours du double. Donc, René Guénon en dénombre 7, deux en Afrique, sur les fleuves Soudan et Niger. Il y a beaucoup de guerres civiles là-bas, il se passe beaucoup de choses. Une en Syrie, malheureusement. Une en Irak, dans la région. Syrie, il y a des guerres, et en Irak aussi, il y a des guerres. Dans la région où vivent les Yézidis. Une au Turkménistan, les deux dernières sont situées en Sibérie. En Sibérie, je parlais aussi du col de Dyatlov. À partir de ces informations, certains en ont déduit que leur répartition s'effectue en vertu des principes de la géométrie sacrée indiquerait soit la constellation de la Grande Ourse, soit celle d'Orion. Voilà, donc la carte que je vous ai montrée sur Transmutatis, avec une lune, c'est quand même assez incroyable. Ce sont des zones quand même en difficulté, j'ai l'impression. Surtout Syrie, Irak, Niger, Soudan. Turkménistan et Sibérie, pas tant que ça, mais c'est quand même vraiment assez intéressant. Donc voilà pour cette première partie, je reviens juste après pour la deuxième, pour voir justement les clés de cette libération, l'une des clés de cette libération, avec la matrice originelle bien sûr, toujours sur Transmutatis. Je vous remercie et à tout de suite. Merci. Bon voilà, dans cette seconde partie, pour clôturer cette analyse sur la structure de la matrice ascendante, avec l'une des clés libératrices, c'est la gamme de couleurs de la matrice originelle, toujours sur Transmutatis, la gamme de couleurs de l'univers. Bien évidemment. Puis ça nous fait rappeler aussi aux couleurs du 2018 aussi, c'est quand même assez intéressant, notamment. Alors rouge, volonté, orange, connaissance concrète, jaune, harmonie, vert, intelligence active, bleu, dévotion, indigo, amour, sagesse, violet, ordre, pureté. Chaque couleur correspond à un code de fréquence unique que le cerveau de l'être humain décrypte. Les couleurs de la triade sont le rouge, l'indigo et le vert. Elles sont liées aux différents centres énergétiques de l'être humain. La couleur des peuples. Et justement, comme je vais parler de Mars, de la planète Mars, juste après, effectivement, je me disais c'est intéressant notamment avec les Indiens d'Amérique. Et effectivement, on va constater des choses intéressantes, bien évidemment, par rapport à la planète Mars. La couleur des peuples, lien avec le champ d'information universelle. Mais évidemment, ce sont les clés. Et malheureusement, quand on voit la situation des peuples, c'est quand même difficile, et c'est une des clés, bien sûr. La mélanine a un pigment produit par la tyrosine qui circule dans le sang par le biais des cellules appelées mélanocytes traduit la pigmentation de la peau. En provenance de l'énergie diffusée par différentes planètes du système solaire de la galaxie à laquelle appartient la planète Terre. Elle est en relation avec la mélatonine, hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques qui est produite par la glande pinéale. Celle-ci permet l'entrée dans une autre dimension de réalité, comme de conscience dans les états appropriés. Méditation profonde, sommeil, lorsque le mental, comme l'émotionnel, ont cessé de s'agiter. Chacun des 4 grands peuples de notre civilisation humaine est ainsi porteur d'une propriété découlant de sa pigmentation. La couleur noire, en relation avec l'élément conducteur eau, a une propriété, celle d'absorber ainsi la chaleur, les couleurs, l'information. Elle est la couleur de la connexion avec le champ informationnel de l'univers. La vraie signification de la couleur noire est le symbole de tout ce qui est mystérieux, connu seulement du Créateur, d'où le sens négreux, divin. C'est pourquoi sont appelés nègres les êtres inspirés qui apportent le fruit de leur travail à des auteurs de romans ou à des compositeurs qui ont perdu l'inspiration première. Bien évidemment, on a les travaux aussi, bien sûr, sur la négritude, bien évidemment. Alors, j'ai perdu son nom, c'est quand même un peu dérangeant, bien sûr.
bien évidemment. Mais je vais retrouver son nom, ne vous inquiétez pas. La couleur rouge, en relation avec l'élémentaire, possède des propriétés proches, quoique dégradées, compte tenu du pigmentation moindre. C'est mystérieux pour le coup. C'est quand même un nom mystérieux. C'est devenu mystérieux tout d'un coup. C'est quand même assez étrange. Toutes deux sont liées à la polarité féminine. Ce sont les peuples dits du cercle, la matrice magnétique utérine de la divine mère. À l'opposé sont les peuples jaunes et blancs, couleur de rejet et non plus d'absorption. Ce sont les peuples dits du triangle, le feu électrique du divin père. C'est tout particulièrement le cas de la couleur blanc, couleur de réflexion, qui a de ce fait du mal à se connecter au champ quantique universel. Il en découle pour son peuple une proportion marquée à l'égocentrisme liée à la peur et de la séparation. Ce mental est ainsi plein de peur, notamment la peur de manquer. Sa propension spirituelle, hors dogmatisme religieux, l'autoritarisme est faible. Chaque groupe a de ce fait un manque de trois parts, bien sûr, tout particulièrement exprimé par son élément dominant. Si le peuple noir fait face au manque d'eau, là c'est implacable malheureusement. On voit bien Coca-Cola, la matrice asservissante qui prend l'eau, effectivement en Afrique notamment, c'est implacable. Alors même que celle-ci permet un haut niveau de connexion spirituelle, bien sûr. C'est la traduction de la loi des polarités qui voit un plus toujours contrebalancé par un moins. Justement, par rapport justement, c'est ainsi par exemple la pigmentation rouge et les fruits combinés de la planète Mars avec le Soleil. On retrouve justement ce décryptage des économies sur la planète Mars. Porteuse, comme toujours, de deux polarités, elle procure ainsi, dans sa polarité évolutive, les prédispositions des êtres humains appartenant au peuple rouge, à leur connexion au feu solaire de l'esprit universel, leur permettant de vivre une relation harmonieuse avec la terre-mère, nourricière, tribu pacifique amérindienne, aborigène d'Australie, que dans sa polarité involutive, influence destructive du feu guerrier non réalisé, source de passion exacerbée, sacrifices sanglants, des rituels aztèques, pratique du scalp et du poteau de torture des tribus amérindiennes guerrières, effectivement. C'est la dualité des Golotis, qui doit être un très bon livre. Donc c'est vraiment les clés de la libération de la matrice. Et voilà, effectivement, chaque peuple doit travailler. Voilà, il y a un yin et yang, il y a les polarités. Les choses sont claires, en tout cas, par rapport à la matrice asservissante. Justement, la gamme de couleurs de la matrice, le rouge esclave, bien sûr, et voilà. Lorsque le jaune est absent, le rapport binaire maître-esclave est clairement établi dans la conscience des acteurs. Bien évidemment, là, il n'y a pas Coca-Cola, parce que Coca-Cola, c'est que rouge. Là, ils ont montré des marques blanc et rouge. Oh non, rouge et bleu. Bien évidemment. C'est quand même très, très, très intéressant, quand même, cette analyse de la matrice asservissante. Alors, bien sûr, je reviens sur le The Economist. Bien, ici, je parlais de la comète, notamment avec le 2020 ici, 2019, très intéressant. Alors, bien sûr, bon, les choses sont claires ici. Hein. Mars est bien ancré, et quand même bien central, et quand même bien visible, hein, si j'ose dire, très important, que plutôt le Nightingale ou le S et les visions, qu'on a essayé de décrypter humblement, bien sûr, pour le collectif. Puis Mars, comme d'habitude, vous le savez, après le rat, voyons ce que nous dit Mars. Comme vous le savez, hein, sur ma chaîne, le symbolisme me donne, dans ces décryptages, un bon socle de départ pour la suite. Alors j'ai deux onglets qui synthétisent quasiment tous les aspects de cette planète. Bien sûr, c'est quand même une belle quintessence. Bien évidemment. Alors sur astrologie, Mars. Astronomie, mythologie et astrologie. Bien évidemment. Astronomie. Planète tellurique, la plus petite du système solaire après Mercure et depuis la rétrogradation de Pluton, la quatrième plus petite dans le système astrologique. Planète rouge qui contient effectivement du fer, qui est en lien avec le rat de métal, bien sûr, et qui est lié aussi à l'âge de fer que nous vivons. C'est intéressant. Alors, l'événement, c'est trop compliqué, mais c'est quand même très intéressant qu'il est lié aussi à l'âge de fer et pourquoi il est inclus dans ce The Economist. Contient aussi de l'eau sous forme de glace et a possédé de l'eau à l'état liquide sur ce passé. Là, il parle de la surface. Attention, dans les grottes, les rovers n'ont pas été.
Donc pour moi, je pense humblement, je n'ai pas de preuves, bien sûr, je ne vais pas emmener de rover sur Mars. Je pense que dans les cavités, je pense qu'il y a de l'eau sur Mars encore, bien sûr. Mais bon, on peut pas prouver. En surface, c'est sûr, il fait trop froid. Et ça glace forcément. C'est ce qu'ils disent. Mais après, dans les grottes, les choses peuvent être différentes. Hein. La plus haute montagne du système solaire se trouve sur la planète Mars. Nommé Mont Olympe, est un volcan. Son diamètre est la moitié de celui de la Terre, ce qui correspond environ à la superficie d'un de nos continents. La rotation sur elle-même est seulement de 39 minutes supérieure à la Terre. Une année martienne fait 687 jours terrestres. Comparativement aux autres planètes, Mars n'est pas tellement agité, ce qui contraste avec sa figure mythologique, bien que des tempêtes puissent durer des mois entiers, telle celle de 2001. C'est après Vénus, la planète la plus visible. Hein, sur Terre, légèrement plus que Jupiter, mais à peine 70 fois moins qu'une pleine lune. Le 20 août 2003, la distance entre Mars et la Terre était la plus faible depuis presque 60 000 ans. La planète Mars possède deux petits satellites, nommés les fils d'Arès, Phobos, la peur, et Deimos, la terreur. Des scientifiques étudient sérieusement la possibilité pour l'homme de s'installer sur la planète Mars, bonne candidate à la terraformation. Là, on voit une sorte de terraformation avec la 5G, j'ai oublié de dire, justement, par rapport à la 5G, qui peut être aussi un accélérateur d'ouverture des inframondes, de cette tour du diable. La 5G, c'est peut-être fait pour ça aussi. Parce qu'on voit certaines images sur Internet, des gens qui commencent à être agressifs. On voit des séries de zombies en ce moment. Il y a beaucoup de séries de zombies en ce moment, bien sûr. C'est très inquiétant tout ça. Vraiment très, très, très inquiétant. Il faut être vigilant, bien sûr, pour le collectif. C'est quand même très, très, très important. Mythologie. La planète Mars est connue depuis l'Antiquité, puisque visible à une vue, comme Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. On le retrouve ainsi symbolisé dans la plupart des traditions antiques, souvent avec la même signification, dieu de la mort à Babylone, dieu de la guerre en mythologie hindoue, grecque et romaine. Très populaire dans la mythologie romaine, considéré comme le dieu le plus important après Jupiter, le premier mois de l'année romaine fut nommé de son nom avant que janvier devienne le premier. Mars, le mois de la reprise des guerres après l'hiver. Début du printemps aussi, dieu de la jeunesse et des récoltes. On comprend leur importance dans la Rome antique. Les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, sont les fils de Mars. En astrologie, le symbole, comme je démontrais précédemment sur mes vidéos, est une flèche sur la droite d'un cercle, comme le symbole du mal en biologie. C'est notamment le symbole du fer en alchimie. C'est important. Mars préside à l'énergie, l'action, la plus grande passion de Vénus fut pour Mars. L'effet Mars. La position significative de la planète de Mars dans le thème natal des sportifs, c'est-à-dire une corrélation scientifique entre la position de Mars à la naissance et la carrière sportive. Cet effet a été vivement discuté, étudié et réétudié, mais toujours à partir de la même base de données de sportifs dont le traitement statistique comportait des biais d'erreur. Il n'a ainsi pas été possible de conclure sur la significativité des résultats et de valider l'hypothèse. Intéressant quand même cette analyse sur Mars. Maintenant sur Illuminé, la route illuminé.org, le site précédent est un signe astrologique serpus.com, bien évidemment. Alors, les planètes, c'est quand même très intéressant pour en savoir un peu plus, symbolisent l'aptitude à mobiliser les énergies de l'organisme en vue de parvenir à ses fins. Sur le plan biologique, Mars représente bien sûr la force, les muscles, le mouvement du corps, la volonté d'agir en fonction des critères, des valeurs établies par Vénus. C'est intéressant. Sur le plan socio-culturel, c'est la fonction qui met en œuvre nos propres réalisations au sein de la société. Vécu sur ce plan, Mars met tout en œuvre pour permettre à l'individu de ne pas perdre sa place ou bien de la conquérir. Sur le plan individuel, Mars perd son caractère instinctif, réactif. Sur le plan physique, l'individu se rebelle contre l'ordre établi en passant à l'action. Intéressant. Il pourra alors se faire partie d'un groupe plus grand, conformément à son idéal. Pour ça aux gilets jaunes notamment, il prendra des risques pour réaliser son idéal. Il y a encore dans ce Mars une attitude égoïste. Sur le plan transpersonnel, Mars est devenu un agent mobilitateur au service d'un tout plus vaste. Par exemple, la fonction sexuelle n'est plus un agent de reproduction biologique.
le besoin d'être un être particulier définit la paire Saturne-Lune n'est pas reproduit biologiquement par la paire Vénus-Mars. Il semblerait qu'à ce niveau, Mars n'agisse plus pour satisfaire un besoin personnel. Intéressant, c'est aussi un autre aspect de Mars, et encore un autre aspect de Mars, sur les travaux de Rudolf Steiner sur la cosmologie ésotérique. C'est un point de vue ésotérique de Rudolf Steiner. C'est un livre très intéressant, il y a quand même beaucoup de choses. Alors je vais lire des résumés bien sûr, parce qu'il dit beaucoup de choses. Donc on va voir ce qu'il en pense, lui, Rudolf Steiner, sur la cosmologie, sur Mars. Ça peut nous donner d'autres éléments intéressants, tout simplement. Parce que là, c'est vraiment pas évident. Ils écrivent Mars. Alors, bien sûr, on a les épopées martiennes d'Elon Musk, etc. Vous pouvez voir vous-même sur Internet. C'est pas... Moi, je vois un peu plus d'un point de vue ésotérique. Là, c'est très mainstream. Mars One, etc. C'est pas non plus intéressant dans cette vidéo. En résumé, les planètes n'ont pas la même consistance que la Terre. Hein, ce qu'il dit lui. Mars est plus vivante que la Terre. Mars est une planète ayant une consistance plutôt liquide. Il y a des êtres vivants sur Mars, des animaux analogues à ceux qui ont vécu sur Terre autrefois. C'est pour ça que John Carter. Il y a aussi des sortes d'humains sans os, comme ceux qui auraient existé sur Terre jadis en Libérie. Les canaux de Mars sont en fait des courants aériens analogiques au vent alizé. Autrefois, la Terre n'avait pas de fer. C'est Mars qui, quand elle était à l'état de vapeur, a traversé la Terre et lui a scellé son fer. C'est un peu trop ésotérique. Il y a à prendre et à laisser, quoi, si je veux dire. À l'époque de Steiner, hein, ces déclarations pouvaient déjà paraître invraisemblables, mais on n'avait aucune preuve directe du contraire. Par contre, hein, depuis que des sondes spatiales ont été envoyées pour étudier Mars de près et que des engins divers se sont posés et ont même roulé sur le sol martien, le doute n'est plus permis. Steiner a encore une fois déduit les caractéristiques de Mars par analogie avec les conditions sur son hypothétique ancienne Lune. Cela n'est nullement de la clairvoyance. Quant au fait que Mars aurait cédé à la Terre, cela ne tient guère de la route, étant donné les connaissances actuelles concernant la Terre et le système solaire. Le fer existant très certainement sur la Terre, ils n'ont pas dit que c'était sûr à 100%. Attention. Au moment où elle s'est formée par accrétion, il y a environ 4,5 milliards d'années. Non, c'est pas sûr du tout. Ils n'ont pas dit que c'était certain, les scientifiques n'ont pas dit que c'était certain. Encore une théorie de Rudolf Steiner qui peut tenir sur la cosmologie. Bien évidemment, c'est quand même très intéressant. Alors encore une fois, cette planète est liée à la couleur rouge et au métal fer. Comme le rat de métal, il y a un lien, c'est quand même intéressant ce The Economist 2020. Et finalement, comme c'est analogue au rat, bien sûr, toujours le même site, Blogostel, bien évidemment sur le fer. Bien évidemment, sur ce site-là, on parle aussi des Amérindiens, qui ont justement un lien positif avec le fer. Et c'est pour ça que les Amérindiens, qu'on dit race rouge, quand même assez intéressant de voir que ces civilisations-là sont plutôt en train positivement à être avec le fer. Quand même, c'est quand même intéressant. Alors, bien sûr, d'un point de vue alchimiste, là pour le coup, c'est la suite du lien. Alors, c'est le même lien que je vous ai donné sur la vidéo précédente. Les alchimistes œuvrent à la transmutation des métaux. Les minerais mûrissent dans les entrailles de la terre ou dans le creuset des alchimistes. Pour les alchimistes, l'esprit se libère de la matière à l'image du métal pur qui se dégage du métal grossier. L'or symbolise le grand œuvre, la perfection, l'incorruptibilité, l'illumination, l'immortalité. L'or, symbole du grand œuvre alchimique, la symbole alchimique occidental se fonde sur la transformation des métaux et leur purification pour obtenir l'or pur, symbole de l'achèvement du grand œuvre. La perfection, l'illumination et l'immortalité sont symbolisées aussi par la pierre philosophale. C'est quand même très intéressant. La fusion des métaux dans le creuset s'apparente à une mort visant à en extraire le soufre, c'est-à-dire la vertu, le noyau ou l'esprit du métal. En Chine, l'opération alchimique de la fonte des métaux est également assimilée à l'obtention de l'immortalité. Le caractère chinois Qin signifie à la fois métal et or. Intéressant. Si pour l'alchimie chinoise, les métaux révèlent d'une substance et d'une essence yin, l'or incarne le principe yang pur. Et les questions d'une influence alternée du ciel, yang est principe masculin et de la terre, yin, principe féminin. À l'image en Occident, des deux principes opposés, le feu et l'eau, fonder l'univers et reformer-le, précise le rituel chinois en écho aux salves
Solver coagula, dissoudre et coaguler en alchimie occidentale. Intéressant. Les métaux alchimiques sont considérés comme des substances vivantes et sexuées, et l'alchimie cherche à réaliser l'union des contraires. Nicolas Flamel et Pernel, un couple au creuset. Le travail alchimique se fonde donc sur le mariage de principes contraires. Cette union se réalise grâce à la fonte et à la fusion. On rencontre parfois l'apport commun au creuset du fondeur et de son épouse. L'alchimiste Nicolas Flamel œuvrait avec son épouse Pernel comme dans le domaine de la métallurgie où, dans certains cas, des substituts, mais je fais morceau, du fondeur et de sa femme participent à la réussite du travail de forgeage d'une épée. Ah, intéressant cette partie-là. Métaux et influence cosmique. Tiens, les métaux forment les éléments planétaires du monde souterrain. Effectivement, sur le manteau terrestre, on a du métal, on a bien sûr. Leur symbolisme se rattache aussi à diverses énergies et influences cosmiques en correspondance avec les planètes et les astres. Des analogies relient les métaux aux puissances célestes. Comme je disais, le fer et Mars, plomb, Saturne, éteint, Jupiter, cuivre, Vénus, argent et lune. Or et soleil, bien sûr. Cette hiérarchie symbolique se retrouve dans les éperons d'or des chevaliers, les éperons d'argent des écuyers, les médailles d'or, d'argent, de bronze, etc. Bien sûr. Le processus d'individuation de Carl Gustav Jung rapproche le processus psychologique d'individuation de celui de la transmutation alchimique des métaux. Le travail intérieur de sublimation et de spiritualisation se fait par le feu à l'image du grand œuvre alchimique. Ce qui consume mais ne brûle pas correspond à la purification de soi, à la destruction des métaux vils, à une mort symbolique avant de renaître à soi-même. L'alchimiste réalise ainsi l'union des contraires et travaille à la restauration d'une intégrité et d'une totalité en lui-même. L'individu acquiert un mode de conscience élargi appelé le soi qui lui permet de réconcilier et de dépasser les principes opposés. La symbolique du dépouillement des métaux dans la symbolique maçonnique, on rencontre la notion de dépouillement des métaux. Ce thème de dépouillement est très ancien. Il révèle en général d'un contexte initiatique où le candidat ou l'apprenti doit se défaire des limites et de l'ignorance de son ego pour accéder à la lumière de l'initiation. Alors pour terminer, l'image des minerais renvoie à la fois à la notion d'impureté et à un processus de croissance. L'embryon de métal qui croît dans les entrailles de la terre tend vers sa perfection et sa pureté métallique symbolisée par l'or. Déesse babylonienne Ishtar que nous voyons en relief. Selon la tradition mésopotamienne, la déesse Ishtar se déleste de ses parures pour se rendre dans le monde des morts. Ishtar se dépouille de ses bijoux. La déesse babylonienne Ishtar dévore ses parures au cours de sa descente dans le monde infernal, inframonde donc. Elle franchit 7 enceintes, c'est bien ça, avant de se présenter nue et libérée de ses impuretés devant sa sœur, souveraine du royaume des morts. Là, je veux dire, c'est implacable. 7 enceintes, c'est implacable. Là, je veux dire, bien évidemment que ça fait référence aux 7 tours du diable. Là, c'est très clair. On va pas se voiler la face. La symbolique du dépouillement des bijoux ou des métaux vils invite à retrouver son innocence originelle et à se détacher du monde matériel durant la quête initiatique de soi. C'est quand même assez intéressant comme lien. Alors, ce raisonnement alchimique est très 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 intéressant puisqu'on voit que les métaux sont associés aux planètes, bien évidemment. C'est quand même très intéressant. Je vais en lire la quintessence, bien sûr, pour en savoir un peu plus sur les principes et les méthodes de l'alchimie, qui est vraiment très intéressant pour le déchiffrage, le décryptage de ces numéros spéciaux. Mais en alchimie, le savoir est réservé aux initiés. À la recherche de la perfection, ils associent philosophie, cosmos, préparation chimique, symbolique des couleurs. Les alchimistes considèrent l'existence de cette métaux pure. Comme je disais, outre cette méthode, ils connaissent le soufre et le sel. Voilà, comme je disais, ils sont associés à ces planètes. On le voit bien ici, comme je disais, c'est intéressant. Chacune de ces planètes aurait engendré le métal auquel elle est associée. C'est ce que disait Steiner. Après, on n'a pas la preuve du contraire. Il y a des milliards d'années, il s'est passé plein de choses. Je sais pas. C'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'on voit cette planète bleue, mais ça, c'est dans cette réalité. Il y a plein d'autres dimensions en plus de ça. Donc, moi, je suis assez ouvert, de toute façon. Donc, parmi ces métaux, les alchimistes distinguent les métaux parfaits, l'or, l'argent, et des métaux imparfaits qui sont les autres. Effectivement, l'or et l'argent, de toute façon, même dans ce monde, ça a de la valeur. Voilà.
ils font du fer l'état initial de la matière et le plus imparfait des métaux. Donc nous vivons l'âge de fer, donc l'âge le plus imparfait, là c'est clair aussi. Hein. La symbolique du fer est quand même très claire là. Mais ils pensent que le fer peut s'améliorer, intéressant, en se transformant successivement en cuivre, puis en plomb, en mercure, et puis enfin en or. Cette recherche de perfection est le but même du travail de l'alchimiste. Pour réussir dans ses recherches, l'alchimiste doit lui-même progresser vers la perfection. Cette exigence morale est indispensable de la réussite de ses travaux. Intéressant. Bien évidemment, il y a 2 ans de quadrique que je vais lire. Je vais en mettre en lien, bien sûr. C'est vraiment intéressant à lire, ça. Hein. C'est vraiment très intéressant. La transmutation, une quête voie à l'échelle. Les alchimistes ignoraient la structure moléculaire de la matière. C'est par la seule modification du noyau de l'atome d'un élément que l'on peut parvenir à obtenir un élément différent, et ceci demande une technologie très puissante. La transmutation d'un métal en un autre était tout bonnement impossible avec les moyens dont disposaient les alchimistes. Mais ceux-ci, manipulant des substances diverses et rares, ont appris à connaître et à fabriquer des substances chimiques propriétés intéressantes. Alors, il y a bien sûr Hermès Trismégiste, qui est très intéressant. Alors, bien évidemment, pour terminer, un symbolisme à l'usage des initiés. Ça peut nous intéresser par rapport aux économistes notamment. Dans leurs livres, les alchimistes ont souvent recours à des images qui constituent un codage à l'usage des initiés. Intéressant. Pour eux, elles sont beaucoup plus parlantes que des mots. Donc, les rédacteurs des économistes ont mis des images dans le 2018, et eux, ils ont leur mode de lecture entre eux, qui sont plus parlantes que des mots finalement. Et comme ça, ils peuvent voir ce que ces images de 2018 symbolisent en réalité. Et nous, on tente humblement d'essayer de comprendre. Le lion, le taureau symbolise la terre, hein, l'aigle ou un oiseau symbolise l'air. Un arbre à fer sera le symbole d'un métal. Le chêne creux symbolise la tanor, c'est-à-dire un four. Le diamant, pierre précieuse, l'image de la pierre philosophale. Quant au cerf, il est l'image de Mercure. On voit souvent faire face avec la licorne, le couple représente l'esprit et l'âme de la matière. La table d'émeraude est un texte écrit selon la tradition sur l'émeraude. On y retrouve l'idée de l'unité cosmique, de la correspondance entre toutes les parties de la création. En voici quelques extraits. Comme je disais, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles de telles choses. Alors, on a vu qu'avec les 7 tours du diable, ce n'était pas forcément le cas. Après, il ne parle pas forcément de ça. Et de même, toutes choses ont été, sont venues d'un, ainsi que toutes choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Tu séparas la terre du feu, le subtil de l'épée, doucement avec une grande industrie, il monte de la terre vers le ciel, il redescendit aussitôt sur la terre, et il recueille la force des choses supérieures et inférieures. Ça, c'est la vision alchimique. C'est quand même très intéressant, notamment cet encadré-là par rapport aux économistes 2018. Donc, ils s'en forment entre eux avec des icônes et ils ont leur mode de lecture. C'est quand même vraiment pas évident. Alors, pour terminer cette deuxième partie, il y aura une troisième partie juste après, bien évidemment, une recherche détaillée sur les couleurs et les planètes, justement, et qui est intéressant parce que, justement, ces couleurs-là nous ramènent ici aux économistes 2018. Avec notamment cette couleur-là, de Neptune, qui est unique dans le 2018. Donc, on a un vélo dans le 2018 qui nous parle de Neptune. C'est quand même très intéressant, ça, finalement. Parce que, bien sûr, c'est ça qui saute aux yeux. C'est ce vélo, ici en 61e position dans le parcours initiatique, carré druidique, triple enceinte, Jérusalem céleste, et ici on a Neptune. On a les planètes aussi, hein, avec leurs chiffres, puis ils ont leur mode de lecture, hein, les alchimistes, bien sûr, les initiés entre eux. Et puis ici, nous, on a Neptune, ici, avec un vélo. Qu'est-ce que ça signifie? On va essayer de voir ça en troisième partie. Rapidement, alors bien évidemment, les couleurs et les planètes, curafree.fr. Et la quintessence rapidement. Les couleurs et les planètes, il existe 11 catégories fondamentales de couleurs, discriminées par la perception humaine qui servent de référence psychologique aux termes parfois moins utilisés dans les langues pour désigner des couleurs. Selon Berlin et Kay, la perception humaine susceptible de distinguer universellement 11 catégories de couleurs d'après les termes qui servent à les désigner et
qu'ils ont retrouvées au sein des langues et des cultures les plus diverses. Les résultats de ces études anthropologico-linguistiques ont été rejetés par la critique analytique, hostile à toute incursion de la raison matricielle dans le domaine de la connaissance. Car lorsqu'il est question de nombre, comme chez les Chinois ou les Hindous, nous sommes en présence d'une matière qui intéresse en premier lieu la pensée matricielle. Or, les planètes, comme je l'ai montré, sont des opérateurs psychiques agissant sur la perception du réel. Elles sont précisément du nombre de 10 ou 11 en tenant compte des astéroïdes et leurs représentants. De toute façon, le chiffre n'est pas forcément exact, parce qu'on en découvre à chaque fois. Ainsi, j'utilise l'analogie entre planète et couleurs. Donc là, on a les couleurs. Hein. Bien sûr, le soleil jaune, l'or, Mars rouge, le fer, Lune blanc, Pluton noir, Uranus bleu, Vénus vert, Jupiter orange, Neptune violet, comme je disais, Saturne gris, Mercure noir. Mercure, un diapure. Et c'est intéressant, ça, cette partie-là. Hein. Mercure, diapure et déversoir de toutes couleurs mêlées. Saturne, le mal aimé, avec ses 1000 teintes sans couleur. Neptune, hors spectre, avec ses dessins généreux. Jupiter, l'éclatant, voyant dans sa puissance. Vénus, vert vivant du végétal. Hein. Uranus, azur de ciel limpide. Soleil, lumière. Hein. Mars, l'écorché sanglant. Ça s'annonce mal. Ça annonce cette fin de cycle, la symbolique de Mars. Lune pure au silence défoué. Pluton, l'ultime élu, invisible et sombre. Afin de déterminer 11 couleurs, afin de déterminer les attributions des 11 couleurs de Bering-Neke aux 10 planètes du planétaire ou 11 avec Ceres, l'astéroïde qui tourne autour de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, certains principes logiques ont été pris en compte. L'organisation des planètes dans une suite chromatique continue, réunissant le plus possible de couleurs. En fait, une seule couleur, le rose, n'y trouve pas sa place. L'attribut des couleurs les plus chaudes, jaune, orangé, rouge, marron, violet, aux planètes d'excitation et d'ouverture, et des couleurs plus froides, les plus froides aux planètes d'inhibition ou de fermeture. La mise en évidence d'un axe ou d'un centre de symétrie relatif au couple des planètes issues de l'organisation du planétaire. Pour terminer rapidement, autrement dit, l'exercice consiste à attribuer 5 couleurs à 5 planètes, 120 possibilités théoriques. Je n'ai pu trouver qu'un cercle chromatique qui satisfasse à la condition 1, celui de la suite vert, bleu, rouge, vert, bleu, violet, rouge, orange, marron, orange, jaune, marron, noir. Donc voilà pour cette deuxième partie. Je reviendrai juste après en me questionnant sur pourquoi sont-elles rondes finalement. Et bien évidemment, je vais parler de cet astre chevelu que nous voyons dans le 2017 et le 2018, qu'on appelle la planète Nibiru. Bien évidemment. Je vous remercie et à tout de suite pour la troisième partie. Merci beaucoup. À tout de suite. Me revoilà dans cette troisième et dernière partie concernant la structure de ces planètes qui est ronde, bien sûr. Nous voyons dans le 2017, justement, cet astre chevelu. Hein, je dis astre chevelu exprès par rapport à ce qui est dit dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean, il me semble. Et puis là, ici, par rapport à, malheureusement, une tempête solaire ou un astéroïde ou autre chose, on a une planète craquelée ici, ou alors est-ce que ça symbolise certaines choses? Une fracture, bien sûr, par rapport aux gilets jaunes, parce que ça symbolise en Amérique du Nord, ici. C'est comme si on a des planétariums ici, le monde, le jugement. C'est quand même très intéressant pour caractériser ce que je dis, bien sûr. J'ai un site très intéressant, classique, numérama.com, pourquoi les planètes sont-elles rondes, tout simplement. Et là, ça va me donner un élément très intéressant par rapport au 2018. Pourquoi les planètes ont une forme de sphère, certes rarement parfaite, mais pourquoi sont-elles rondes? C'est à cause de la gravité. Même si on n'a pas prouvé physiquement que la gravité existait. Ça reste une théorie, la gravité, quand même. Alors on dit qu'il y a des gravitons, mais on n'a toujours pas vu. Parce que, effectivement, au niveau scientifique, les choses ont du mal à avancer. Hein. Parce qu'on n'admet pas que l'éther, c'est la matière noire ou autre chose. C'est un peu bloqué sur le plan scientifique, c'est dommage. On aura inventé... Parce que en réalité, la spiritualité avec l'éther, donc il y a un lien, ça se rapproche trop de la spirituelle après. Quand la science est trop élevée, elle va rencontrer la spiritualité à un moment donné. C'est implacable.
même si on le sait que sa forme n'est pas parfaitement sphérique, la Terre est ronde. C'est le cas de toutes les autres planètes. Pourquoi ces autres ont-ils cette forme caractéristique? Pourquoi les planètes ne sont-elles pas en forme de cône, de cube ou de disque plat? Même si les platistes sont convaincus que la Terre est plate. Les flat earthers. La planète est ronde à cause de la gravité, explique la NASA sur son site Space Plus. La NASA, effectivement, moi je suis partisan de la théorie du système binaire qui compose 75% de toutes les étoiles de l'univers. Et il y a 75% de chances que l'hypothèse Némésis existe. Et, effectivement, l'étoile Némésis sera plus au niveau de la région du nuage d'Oort, avec cet astre chevelu qui fait une révolution assez elliptique, très complexe, qui n'est pas observée encore par la NASA. En tout cas, Robert Harrington, qui est de la Naval Observatory, est mort, on ne sait pas pourquoi. Tout comme Serge Menas et Claire Sévrac. Bien sûr. Donc, on ne sait pas. Alors, bien sûr, je parlais d'Aimé Césaire, hein, bien évidemment, pour ses travaux sur la négritude. Aimé Césaire, bien évidemment. Là, bien évidemment, après une petite pause, j'ai bu de l'eau et puis tout d'un coup, ça m'est revenu. L'information est revenue. L'information céleste, si je veux dire. La gravité d'une planète tire de manière égale de tous les côtés. La gravité tire du centre vers les extrémités comme les rayons d'une roue de vélo. Alors, c'est quand même assez intéressant d'un média mainstream qu'on peut trouver des éléments intéressants finalement. C'est pourquoi la forme générale de la planète est une sphère, c'est-à-dire un cercle en 3 dimensions. Alors, bien évidemment, je cherchais des choses sur la planète, mais jamais je peux trouver un vélo. Comment, en parlant des planètes, on peut trouver un vélo? Là, pour le coup, je reviens sur 2018. Alors là, c'est pas que j'ai dit bingo, j'ai dit au moins un élément intéressant pour le collectif, hein, bien évidemment. Voilà, là, je pense que les choses sont claires. Et si on parle de Neptune, de la gravité de Neptune. Ah, effectivement, c'est quand même assez étrange quand on voit toutes ces images. C'est vrai qu'on voit un vélo en violet, c'est vrai qu'à premier abord, on ne peut pas dire que ça nous parle de la gravité de Neptune. D'un objet transneptunien. Alors effectivement, ça c'est l'astre Némésis. Enfin, pas l'astre Némésis, mais la planète comète Nibiru, ça c'est facile. Pour les gens vraiment qui s'y connaissent. Mais là, pour le coup, la gravité de Neptune, c'est un must, si j'ose dire. c'est vraiment... Parce que on essaie de décrypter Mars, mais quand même, on découvre d'autres choses en même temps. C'est ça qui est intéressant dans le décryptage. Alors pourquoi la gravité de Neptune? Parce que c'est... Neptune, c'est bien évidemment la dernière planète. Et on a après Pluton, etc. On a d'autres planètes transneptuniens. Et la gravité de Saturne peut être perturbée, je sais pas. Là, pour le coup, on nous parle bien de la gravité de Neptune, mais pourquoi? En 61e position du jeu de loi. Après, effectivement, il y a la Triple Enceinte, il y a la Nouvelle-Jérusalem, il y a plein d'autres choses intéressantes. Et puis par rapport au carré de Polybe aussi, la gravité qui explique la forme parfaitement sphérique des planètes, bien sûr, est une force, c'est elle qui attire les objets vers le centre d'un corps. Ainsi, les planètes sont en orbite autour du Soleil sous l'effet de la gravité. On suppose qu'une planète se forme dans un disque protoplanétaire avec la collision de matériaux. Au bout d'un moment, il y a assez de matière pour obtenir une bonne quantité de gravité pour suivre la NASA. Donc, la NASA dit que on est dans un disque protoplanétaire. C'est-à-dire qu'avant, c'était plat. Je ne dis pas que les platistes, c'est pas une question qu'ils ont raison ou pas. C'est la NASA qui dit que c'est un disque protoplanétaire. Et puis après, on a assez de gravité, mais on a une bonne quantité de gravité, mais ils sont incapables de prouver une bonne quantité de gravité. C'est quand même assez intéressant, la science. Les scientifiques d'aujourd'hui, ils disent, les théories, je vais revenir, d'Immanuel Velikovsky, de Zecharia Sitchin, je vais venir juste après, et d'autres sont achetés. Par contre, eux, ils disent gravité, quantité de gravité, mais on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi, au niveau matière. Donc, on a l'impression que c'est la Sainte NASA qui explique ce que sont les choses scientifiquement, et puis il balaye. Voilà. Quand on n'est pas dans le scénario, comme je disais, hein, vous n'êtes pas dans le scénario, vous n'êtes pas dans le scénario...
ça va être compliqué. Et là, je vais revenir notamment sur Ultima Thule, qui est dans la logique transneptunienne. On revient encore une fois sur le New Horizon sur Ultima Thule, qui est au-delà de Neptune, et on reparle dans le 2018 de la gravité de Neptune. C'est quand même très intéressant. Bien évidemment, je ne suis pas un platiste, mais en tout cas, ce raisonnement-là est intéressant. Disque protoplanétaire, on a assez de gravité, on a assez de gravitons finalement pour que ça fasse une planète ronde. Ouais, il faut vraiment sortir, je veux dire, pour voir que c'est rond. Effectivement, c'est rond, puisque les autres planètes sont rondes, on a bien un télescope pour voir. Mais on peut dire qu'au départ, c'était plat, quoi. C'était un disque protoplanétaire, et on voit bien les amas, que ce soit les disques de Saturne, et de Jupiter, surtout de Saturne, on voit bien que ce sont des disques, et après ça peut s'agréger en une planète. Au niveau de gravité, effectivement, faire une planète, une comète, etc. Effectivement. Quelles planètes sont presque des sphères parfaites? Lorsque l'on se demande si les planètes du système solaire sont de véritables sphères, on constate qu'il y a des différences. Mercure et Vénus, qui ont déjà en commun d'être les seules planètes sans lune dans le système solaire, peuvent se targuer d'être des sphères parfaites comme des billes. Selon la NASA, Saturne et Jupiter sont plus aplatis. L'agence spatiale américaine les compare à des balles de baseball écrasées lorsque quelqu'un s'assoit dessus. Saturne et Jupiter apprécieront la comparaison. Je ne pensais pas qu'avec ce lien Numérama, j'allais trouver des choses intéressantes sur The Economist. Sincèrement. Je termine rapidement parce que là, je termine juste la phrase. La Terre et Mars ne sont pas parfaitement sphériques non plus, mais elles le sont davantage que Saturne et Jupiter, Uranus et Neptune. Pas tout à fait rondes, mais presque sont quant à elles dans une situation intermédiaire. On a Neptune, on a un vélo sur le Numérama qui symbolise la gravité avec Neptune, justement de couleur violette, quand on tourne dans The Economist du musique. Et là, on nous parle de Saturne et Jupiter aplatis, comparant des balles de baseball. Alors là pourquoi pas dans des liens mainstream, parce que ça peut nous donner vraiment des éléments très intéressants. Alors là, je suis quand même assez interloqué sur les balles de baseball. Évidemment, la balle de baseball qu'on nous retrouvons dans le 2015, bien sûr, ça c'est selon la NASA. Mais quand même, les économistes sont très portés sur la NASA aussi, bien sûr. C'est quand même très intéressant cette balle de baseball qui symbolise Saturne ou Jupiter. On en a deux dans les économistes. On en a une en 2015, intéressant, et puis on en a une dans 2019 avec le Vitruve cybernétique, le Vitruve de la matrice asservissante. Puis on le retrouve ici. On retrouve ici Saturne ou Jupiter. Ça peut symboliser aussi un astéroïde, bien sûr. C'est quand même très intéressant. Mais non, que nous voyons géographiquement au niveau de Cuba, mais là, pour le coup, je suis assez estomaqué, là, de tant de liens par rapport est-ce que les planètes sont rondes ou pas. Alors là, pour le coup, tout ce que j'ai trouvé, c'est quand même vraiment très intéressant. Dans le 2017 notamment, nous voyons cet astre chevelu qui fait référence au texte sacré, et c'est surtout une planète comète, hein, oubliée par la NASA. Et puis, la NASA, qu'est-ce qu'elle va dire après? Dans un futur proche, ça va dire, tiens, New Horizon, la sonde New Horizon, transneptunienne, a trouvé quelque chose. C'est comme ça qu'elle va se défendre. Si vraiment il y a un souci avec une planète comète à l'avenir. Heureusement que nous avons les travaux de Immanuel Velikovsky, que nous avons sur INRES.com, encore un mainstream, Nibiru de la planète oubliée, une interrogation légitime de Morvan Salaise. C'est quand même très intéressant, publié le 15 avril 2019. Alors, je vais lire, c'est très long, je vais lire la quintessence, avec, bien évidemment, en didactisme, un lien très intéressant sur Immanuel Velikovsky. Le système solaire que nous pensons familier s'avère plus riche et mystérieux que jamais. Selon certains auteurs, les anciens possédaient sur l'astronomie et les origines de l'humanité un savoir que nous avons perdu. Savoir perdu aussi, que nous retrouvons dans le média BTLV avec l'un de leurs intervenants. Bon, encore une fois, j'ai encore oublié le nom.
En particulier, un astre que les Sumériens nommés Nibiru auraient provoqué les catastrophes dont nos mythes se souviennent. S'agit-il de la planète X que les astronomes traquent aujourd'hui aux confins de l'espace? Intéressant. Alors ça, c'est un paragraphe intéressant qui est relié aussi au 2019, bien sûr. Le 1er janvier 2019, à l'aube, un objet en forme de cacahuète, comme deux bouts de glace soudées de la taille de la région parisienne, est survolé par la sonde de la NASA New Horizons. Donc c'est pour ça que je disais que les économies sont très en lien avec la NASA, notamment. Nous sommes à 44 unités astronomiques de la Terre. L'unité astronomique est la distance Terre-Soleil, presque 7 milliards de kilomètres. Après avoir fourni des images de Pluton et Charon, en 2015, New Horizons nous fait remonter le temps, puisque Ultima Thule, cet objet de la ceinture de Kuiper, nous montre comment se formèrent les planètes, par agglomération de planétésimaux et effet de boule de neige dans un disque de gaz et de poussière tourbillonnant. New Horizons va poursuivre son odyssée vers les confins du système solaire dans des contrées mal connues, que seuls les sondes pionniers et voyageurs ont traversé jusqu'ici. Il leur faudra des siècles pour parvenir au nuage d'or. Ce vaste réservoir de comètes commence à 1000 unités astronomiques. Croiseront-elles en chemin un astre inconnu de notre système solaire? Oui, oui, bien sûr. Ils le diront quand on leur dira de le dire. La NASA, c'est pas eux qui dirigent, on leur dira, voilà, telle date, parce que, vous savez, avec les dates, astrologiquement, etc., telle date, vous avez donné ça. Voilà, c'est tout. Là, c'est complètement implacable. Monde en collision, bien sûr, dans les années 40, le psychiatre et écrivain Immanuel Velikovsky, en comparant les mythes du monde, découvre qu'ils décrivent tous les événements de l'Ancien Testament comme des interventions divines. Il émet la théorie selon laquelle une comète aurait frôlé la Terre 1500 ans avant Jésus-Christ. Son livre Monde en collision, qui paraît en 1950, connaît un vrai succès populaire, même si les astronomes jugent sa thèse scientifiquement impossible. Encore une fois, c'est l'INRES, c'est un lien intéressant que je mets pour le collectif. Comme je disais, que ce soit par rapport à la gravité, ou même par rapport à ce que disait Rudolf Steiner, il faut être humble, comme je disais, et dire comme ça impossible. Voilà. C'est très scientifique, ça, quand même, de dire voilà, c'est impossible. Ce que dit Velikovsky. Après sa mort, certaines propositions s'avèrent pourtant exactes, comme la présence de matière organique dans les comètes, notamment. Ensuite, nous avons la thèse similaire, Zecharia Sitchin, linguiste et archéologue américain, né en Azerbaïdjan. Il présente la deuxième planète sur la représentant des tablettes d'argile trouvées en très grand nombre sur la rive du Tigre. Le déchiffrage des tablettes a fait prendre connaissance que les récits bibliques de la création existaient des millénaires avant la rédaction de l'Ancien Testament et s'accordaient parfois mot pour mot avec ceux de la Genèse. Donc voilà, c'est ce que disait l'islam, c'est-à-dire à chaque fois, il y a le cycle, il y a des Adams, il y a des milliers d'Adams, effectivement. Chaque cycle, il y a les mêmes choses. Sitchin affirme que les batailles célestes entre divinités racontent des événements cosmiques réels. Bien évidemment. On parle aussi de la bataille d'Armageddon dans les textes aussi. Effectivement, là, ce que nous vivons vraiment, ça va au niveau de l'humanité, puis il va se passer plein de choses. Malheureusement, les choses peuvent pas rester ainsi. On va à la catastrophe, bien sûr. Bien évidemment, c'est un lien intéressant et je reviens juste après. Là, je termine les paragraphes, bien sûr. En plus, juste après, je passerai au texte de Velikovsky. Un passage très intéressant que j'ai sélectionné. Nibiru serait responsable de la formation de la Terre et de la Lune. Tiamat, une planète tellurique grosse comme 2 fois la Terre, située entre Mars et Jupiter, se serait brisée en 2 lors d'un passage de Nibiru, puisque voilà, elle fait un passage de révolution. Une moitié serait devenue la Terre, les débris de l'autre formant une ceinture martelée d'astéroïdes, dont Ceres. Kingu, qu'une chaîne YouTube aussi, Bilali Kingu, lune de Tiamat aurait été capturée par la Terre pour devenir notre Lune. Intéressant. Donc la gravité de la Lune peut ramener des astéroïdes, ou peut ramener des astres. Alors effectivement, pour le cas de la Lune, c'est là où je rajoute mes raisonnements humbles, c'est qu'au niveau céleste, on a parfaitement calibré. 400 fois la distance, j'en ai parlé lors de ma 3e vidéo sur les relations des astres, par rapport à Yellowstone, notamment. Effectivement, la machine est parfaitement calibrée. Ça, effectivement, on peut dire qu'il y a eu des interventions supérieures pour calibrer, au niveau de la chronobiologie, etc.
C'est quand même très intéressant. Alors, le passage de monde en collision, le monde rouge. C'est vraiment, je vais lire la séquence totale sur 2 pages et demie du monde rouge. C'est fantastique, vraiment. Et ça explique bien ce que nous vivons et ce qui risque d'arriver, malheureusement. Et c'est en lien avec Mars, très clairement, très clairement. C'est très, très... C'est lié au rouge, en tout cas, bien sûr. Et qui fait écho à la planète Mars, bien évidemment. J'entends établir qu'au milieu du 2e millénaire avant notre ère, la Terre subit l'un des plus grands cataclysmes de son histoire. Un corps céleste, tout récemment entré dans le système solaire. Ah, intéressant. Une nouvelle comète s'approcha très près de la Terre. On le voit dans les économistes. Et puis, tous les textes sacrés le relatent. C'est surtout ça. On peut reconstituer le récit de ce cataclysme d'après les témoignages fournis par un grand nombre de documents. Pardon. La comète s'éloignait de son périhélie. Elle heurta d'abord la Terre de sa queue gazeuse. Dans les pages suivantes, je montrerai que c'est au sujet de cette comète que Servius a écrit Non igno ded sanguineo robo fuse. Elle n'était pas d'un rouge feu, mais d'un rouge sang. L'un des premiers signes visibles de cette rencontre fut la couleur rouge que prit la surface de la Terre sous l'influence d'une fine poussière de pigments couleur rouille. Dans les mers, les lacs, les rivières, ce pigment donna à l'eau la couleur sang. Sous l'effet de ces particules ou de quelques autres pigments solubles, le monde devint rouge. Alors, je m'arrête là, bien sûr, pour être didactique. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce passage, parce que, effectivement, on voit sur Internet, que ce soit en Afrique, ou en Inde, ou ailleurs, on voit des rivières rouges. On voit des pluies rouges. Si, c'est implacable. C'est une réalité implacable. En ce moment même, en temps réel. C'est quand même très important de voir l'écho que ça. Et que ce qu'ont vécu les personnes à l'époque de la civilisation égyptienne, où il y a plus de 3700 ans ou 3800 ans, eh bien ça revient encore. Sauf que à l'époque, on avait, au-delà que des scientifiques honnêtes, mais on avait une science honnête, une spiritualité très évoluée, bien sûr. Et là, pour le coup, on a des textes sacrés, bien sûr, heureusement, qui nous montrent la voie, qui nous expliquent, bien évidemment, la réalité, mais quand même des scientifiques très muselés. On a bien vu ce qui s'est passé à Robert Sutherland, qui est mort, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il a révélé la vérité sur l'astronomie bio, tout simplement. C'est quand même très, très, très important. Le manuscrit Quiché des Mayas nous rapporte que dans l'hémisphère occidental, au temps d'un grand cataclysme où la Terre trembla et où le mouvement du Soleil s'interrompit, l'eau des rivières fut transformée en sang. Aux Indiens d'Amérique aussi. L'Égyptien Ibouer, témoin oculaire de la catastrophe, consigna sur le papyrus ses lamentations. La rivière est de sang, dit-il. Et le livre de l'Exode le fait écho. Toute l'eau du fleuve se changera en sang. L'auteur du papyrus écrivait également « La peste s'est abattue sur le pays entier, le sang est partout ». Expression identique à celle du livre de l'Exode, il y avait du sang sur toute la terre d'Égypte. La présence du pigment rouge, hématoïde, dans les fleuves provoqua la mort des poissons, suivie de décomposition et de puanteur. Peut-être que le Mars de The Economist 2020 fut en lien avec toute cette symbolique. C'est quand même très intéressant. Et le fleuve devint infect, Exode 7.21. Et tous les Égyptiens creusèrent le sol dans le voisinage du Nil pour trouver de l'eau potable, car ils ne pouvaient boire celle du fleuve. Là, on revient sur les Noirs qui doivent trouver de l'eau. Encore une fois, même il y a plus de 3000 ans. Le papyrus rapporte les hommes. Encore une fois, là, il y a un souci matriciel. Alors là, il y a aussi les Indiens d'Amérique, etc. Chaque peuple a malheureusement des choses. Puis là, c'est les êtres humains. Le papyrus rapporte les hommes répugnent à la goûter. Les êtres humains ont soif d'eau. Hein. Tel est notre eau, tel est notre bonheur. Que ferons-nous? Tout est ruine. La peau des hommes et des animaux fut irritée par la poussière qui provoquait des pustules, la maladie, la mort du bétail. Alors là, effectivement, on a des soucis avec du bétail qui meurt. Effectivement, une peste terrible. Les bêtes sauvages effrayées par les présents du ciel s'approchaient des villages et des cités. Non mais... Alors, au-delà du Kali Yuga, là, pour le coup, c'est Velikovsky et les textes sacrés. Là, c'est quand même implacable. On voit des animaux, des vaches dans les villes. On voit bien sur Internet, là, mais c'est complètement implacable.
Ça fait quoi notre époque, hein, le sommet des montagnes. Et les gens n'y croient pas, malheureusement. Alors, ils sont dans la... pas tous. Pas vous qui me regardez. Mais il y en a qui sont, voilà, qui regardent des chaînes YouTube, d'autres chaînes YouTube. C'est triste, hein, c'est malheureux, malheureusement. Au moins, j'existe et vous pouvez partager au plus grand nombre. Même si c'est pas évident d'éveiller les gens, pas évident. Et Apollodore rapporte la Tadis en Thrace qui attribue comme origine à ce nom le torrent de sang jaillit sur la montagne. Quand se livra le combat céleste entre Zeus et Typhon et que Typhon fut frappé de la foudre. On dit qu'une ville égyptienne reçut le même nom pour la même raison. La mythologie qui personnifiait les forces du drame cosmique. Puis, à l'époque des plaies d'Égypte, c'est lié aussi à l'éruption du volcan Santorin. Donc, le passage d'une comète planète, ça, au niveau vibration, au niveau du magma, bien sûr, il y a toujours des soucis. Et là, on voit bien le réveil des volcans. C'est peut-être lié à ça aussi. Donc là aussi, il faut faire attention aussi à Yellowstone. Hein. La mythologie qui personnifiait les forces du drame cosmique décrivait le monde comme étant teinté de rouge. Dans un mythe égyptien, teinté rouge de sang du monde est attribué au sang d'Osiris. Le dieu planète blessé à mort dans un autre mythe, c'est le sang de Seth ou Apopis. Dans le mythe babylonien, le monde fut rugi par le sang du monstre céleste Tiamat égorgé. L'épopée finlandaise, chinoise, hein, Kalevala l'a décrit comment, au temps du bouleversement cosmique, le monde fut aspergé de lait rouge. Les Tartares de l'Altaï parlent d'un cataclysme où le sang colore le monde entier en rouge et qui est suivi d'un embrasement général. Les hymnes orphiques font allusion à l'époque où la voûte céleste, le puissant Olympe trembla de peur et la terre tout alentour poussa un cri terrible et la mer s'agita, soulevant des vagues pourpres. Voici un vieux thème de discussion. Pourquoi la mer rouge, la terre rouge? Bien évidemment. Si une mer est appelée noire ou blanche, la raison peut être la coloration sombre de ses eaux ou l'éclat des neiges et des glaces. La mer rouge est bleu foncé, faute de mieux. On a proposé comme explication de cette dénomination la présence de quelques formations de corail ou de quelques oiseaux rouges sur les grèves de cette mer. Comme toute l'eau en Égypte, la surface de la mer au moment du passage était teinte de rouge. Il semble donc que Raphaël n'ait pas commis d'erreur dans son tableau du passage. Effectivement, quand j'ai sélectionné ce passage, je me suis dit, mais c'est fabuleux. On a Raphaël dans le 2020. Mais non, il y a l'archange Raphaël. Et aussi l'artiste Raphaël. Bien évidemment. Là, pour le coup, on a déjà une partie du décryptage de Raphaël. Mais évidemment, je vais revenir dans les parties ultérieures. C'est fantastique. Hein, en donnant à l'eau une couleur rouge naturellement, ce ne fut pas telle rivière. Et puis, c'est ça qui est intéressant avec le décryptage de Mars. Aran métal, Mars, le fer rouge, et puis Raphaël, le passage avec le sang blanc. Et puis on avance comme ça, un bleu toujours. Qui a reçu un seul nom de rouge ou de sang blanc pour la distinguer des autres montagnes ou des mers, des foules humaines rescapées du cataclysme auquel elle venait d'assister. Attribuèrent le qualificatif pour terminer Demus ou rouge au lieu même où elle se trouvait. Alors, le phénomène de la pluie de sang a également été observé, oui, en ce moment même, sur une surface réduite et à une petite échelle. Mais il ne montre pas au niveau mainstream. Des époques plus récentes, oui, une de ces pluies, selon Pline, se sera produite sous le conseil de Manius Acilius ou de Gaius Porcius. Les Babyloniens parlent également de la poussière de la pluie rouge tombant du ciel. Des cas de pluie de sang ont été signalés dans des différentes régions. La poussière rouge soluble dans l'eau, tombant du ciel sous l'aspect de gouttes liquides, ne se forme pas dans les nuages, mais doit provenir d'éruptions volcaniques ou des espaces cosmiques. Alors, les éruptions volcaniques, il n'y en a pas eu en Afrique, on a eu les plus rouges, et pas en Inde, aussi on a eu les plus rouges. Là, c'est... Après, pas la preuve scientifique, c'est sûr, mais bon. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les espaces cosmiques, là, encore une fois, ça parle encore une fois de cet astre chevelu. Il est généralement reconnu que la chute de poussière météorite est un phénomène qui se produit surtout après le passage de météorite. Cette poussière se retrouve sur la neige des montagnes et dans les régions polaires. Bien évidemment. Alors, je vais terminer cette séquence. C'est vraiment un passage fabuleux. C'est pour ça que ça a connu un succès en 1950. C'est fabuleux. Alors, on a la première étape de PNX. C'est intéressant de mettre en lien un jeu de billard avec la ceinture de Kuiper. La deuxième étape, voilà, il essaye de se projeter avec la troisième étape ici. Et hypothétiquement, hein, son orbite.
bien évidemment. Alors, je vais lire deux derniers paragraphes très intéressants. Celui-ci, le 20 janvier 2016, Brown et son collègue Batygin annoncent des indices d'une planète géante lointaine dans le système solaire, 10 à 15 fois plus massif que la Terre sur une orbite inclinée, entre 200 et 1200 unités astronomiques. Il ne s'agit pas d'une détection, mais du résultat de l'analyse des orbites des objets transneptuniens connus. Plusieurs équipes ont affiné ces travaux depuis. On a découvert des dizaines d'autres objets transneptuniens, bien sûr aux orbites allongées, parfois très inclinées et parfois rétrogrades. Et il semble qu'une perturbation gravitationnelle, autre que Neptune, les ait sortis de la ceinture de Kuiper en leur donnant ses caractéristiques orbitales. Autre que Neptune, oui. On a dans 2018 des soucis gravitationnels avec Neptune. Ça parle peut-être de ça. C'est très intéressant. Le 23-24 mai 2018, un workshop organisé par Caltech réunit les chercheurs travaillant sur l'hypothèse d'une 9e planète. Les auteurs concluent l'origine dynamique de la structure de la ceinture de Kuiper nécessite une perturbation supérieure à ce que peuvent faire les planètes géantes du système solaire. Ouais, intéressant. Planète Messi, bien sûr, pour terminer en beauté cette séquence d'Immanuel Velikovsky et de Zecharia Sitchin. La planète traquée ressemble par certains côtés à la Nibiru de Sitchin et à la comète de Velikovsky. Donc une planète comète, c'est quand même intéressant. Toutefois, elle reste un objet transneptunien distant, mais on ne sait pas où elle est dans sa révolution. À moins que son périgée fût beaucoup plus proche autrefois, ne pas avoir causé des séismes tourteurs, donné naissance à la Lune ou à la ceinture d'astéroïdes. Ils disent elle ne peut, mais ça c'est bien l'INRES, mais bon, on n'a pas de preuve. Cette dernière, d'ailleurs, ne résulte sans doute pas d'une collision cosmique, comme on l'a longtemps supposé. Cette idée est née du 19e siècle, la découverte de gros astéroïdes, Ceres, Vesta, laissant imaginer qu'ils étaient les débris d'une 5e planète, Phaéton, que les astronomes se seraient attendus à trouver là, d'après la loi empirique de Titus Bode. En revanche, la théorie officielle pour expliquer la formation de la Lune implique une collision titanesque entre la Terre et une planète de la taille de Mars. Il se corrige un petit peu, j'ai l'impression. Ce scénario du grand impact rappelle la bataille céleste ayant cassé Tiamat en deux, justement. La région proche de la Terre n'a pas toujours été calme, et le fait que Vénus tourne dans le sens rétrograde suggère qu'elle a connu une importante collision. Enfin, les langues se délient un petit peu sur l'INRES, c'est intéressant quand même. Le discernement doit nous guider doublement, pour ne pas accepter béatement des affirmations audicieuses, ni pour les rejeter d'emblée, car des pépites de vérité se trouvent parfois au cœur de thèses peu fondées scientifiquement. Les auteurs passionnés par un sujet jusqu'à l'obsession d'une vie sont parfois porteurs de grandes intuitions. Il termine bien, quand même, notre ami Morvan Salès de l'INRES. Il y a un peu d'humilité, voilà. On essaye, voilà, c'est quand même intéressant. C'est quand même un travail honnête intéressant, que je mettrai en lien, bien évidemment. Bien évidemment, c'est quand même très intéressant. Alors justement, pour terminer cette vidéo, là j'ai une séquence des fausses pistes sur AstroSurf, notamment les fortes approches annoncées et la fin du monde. Je gère cette partie, mais je vais essayer d'être humble didactiquement. La multiplication des découvertes d'astéroïdes, et nombre mesure des comètes, débouche obligatoirement sur des fortes approches à venir, quelquefois spectaculaires et même carrément inquiétantes dans certains cas. Dans cette section, nous allons voir deux cas qui ont défrayé la chronique ces dernières années et permis à la grande presse de faire des titres accrocheurs susceptibles de faire frissonner certains lecteurs, donc de vent. Voilà. Alors, bien évidemment, moi j'ai quand même, bien évidemment, c'est un PDF que j'ai scanné sur Notre Planète Info, très intéressant, parce que c'est un site où il faut s'abonner, il me semble payer, donc j'ai préféré scanner, avec deux faits. C'est tout simplement la date des astéroïdes. La date des astéroïdes, leur passage sur Terre. Ça, c'est la distance Terre-Lune, 10 fois la distance Terre-Lune. Ça, c'est la vitesse, 9 km/s. Ça, c'est la taille. Et ça, c'est la distance la plus proche à son passage, de la plus proche. Et puis, bien évidemment, ça, c'est l'année 2020. J'ai aussi la deuxième feuille qui concerne l'année 2020. Et il y en a quand même beaucoup. C'est très inquiétant. Il y en a quand même beaucoup, finalement. Il y en a quand même beaucoup qui passent proches. Alors, bien évidemment,
celle-là, la masse, on ne l'a pas. Voilà, c'est pour ça que je pose la question, la masse, on ne l'a pas. Là, on est quand même à 1 km de diamètre, qui va passer ce vendredi. Alors, elle a 16 fois, elle a 6 millions de kilomètres, 16 fois la distance Terre-Lune. A priori, il n'y aura pas de souci. Normalement, a priori. Alors, comme vous le savez, sur ma chaîne maintenant, on sait que cette planète passe une zone de photons, de la barrière photonique de l'étoile Alcyone. Hein, une sorte de nuage d'or de Alcyone, finalement. Et puis, on a plein d'autres éléments qu'on n'a pas. Alors, bien évidemment, je me suis posé la question au niveau, pas forcément des fausses pistes. C'est intéressant, c'est un lien intéressant, les fausses pistes. Hein. Ça donne des éléments intéressants. C'est bien évidemment sur Wiki, les trous de serrure gravitationnels. Pourquoi les trous de serrure gravitationnels? C'est quand même intéressant parce que je vais essayer de comprendre parce qu'il y a le météore de Chelyabinsk en 2013. Je me suis dit, on ne nous a pas prévenus. Ça m'inquiète un petit peu. C'est pour ça que j'essaie d'être vigilant pour le collectif. Un trou de serrure gravitationnel est une petite région de l'espace où la gravité d'une planète modifierait l'orbite d'un passage d'astéroïde. Tel que l'astéroïde sera entré en collision avec cette planète sur une orbite passé, futur, donné. Le mot trou de serrure contraste de la grande incertitude des calculs de la trajectoire entre le moment où des observations de l'astéroïde, la première rencontre avec la planète, avec le faisceau relativement étroit des trajectoires critiques. Bon, ensuite, ça parle de la planète Apophis, etc. C'est quand même très intéressant ce trou de serrure gravitationnel. C'est-à-dire que le passage précédent, l'astéroïde sera passé dans une zone et aurait pris finalement la mémoire gravitationnelle de la planète, les gravitons. Et puis lors de son passage, elle se rapprocherait avec cette mémoire des gravitons, qui est propre à la planète Terre, se rapprocherait lors de ce prochain passage. Et ces passages-là, nous les avons. Donc, tous ces astéroïdes, c'est une zone donnée. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas quel astéroïde, possiblement, peut-être aucune. Pas tous. Mais dire aucune, je ne suis pas très d'accord, mais parce que l'espace est assez vaste. Il y en a peut-être une, on ne sait pas. Peut-être un de ces astéroïdes a pris la mémoire gravitationnelle de la Terre et lors de son passage cette année, il y aura peut-être un souci. Et ça, au niveau scientifique, c'est peut-être pas très clair. C'est peut-être hypothétique. Ça paraît hypothétique en tout cas. Il n'y a pas trop de données scientifiques sur ça. Donc, bien sûr, c'est soit, bien sûr. Mais il y a quand même, en page 2, il y a quand même celle-là qui est à 121 000 km, quand même, 0,3 fois la distance Terre-Lune. C'est très proche là. Ça ressemble à Chelyabinsk, un peu plus gros que Chelyabinsk. Ça, c'est le 1er septembre, le 2011 ES4. Puis il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Je mettrai en lien le site Notre Planète Info pour que vous puissiez voir par vous-même. Consulter ce lien très intéressant au niveau des passages des astéroïdes cette année. Hein. Donc, bien sûr, on a plein de dates, il y en a beaucoup qui passent. Mais là, il y en a variables, plus grands les uns que les autres. Bien sûr, je vais rester vigilant, hein, bien sûr, concernant les astéroïdes. Regardez les masses, essayez d'en comprendre un peu plus, essayez d'en savoir un peu plus. Parce que là aussi, on a 3 fois la distance, c'est très près. Hein. Le 22 mai, samedi, c'est très près là aussi. Là. C'est très près. Après, effectivement, c'est quand même 1 million de kilomètres, hein, c'est quand même long. Donc, après, au niveau de la gravité, c'est ça le souci qu'on a avec quand les scientifiques disent qu'il ne va rien se passer, rien arriver. On ne sait pas ce que c'est que la gravité. Quelles sont les causes de la gravité. Donc c'est pour ça qu'on a une liste d'astéroïdes potentiellement dangereux. Pour terminer, j'ai quand même une belle image concernant les astéroïdes. Voilà, là on voit pas très bien. Avec voilà, les types avec les types de comètes. Je ne sais pas si je peux mettre en lien l'image pour que vous voyez mieux. En tout cas, c'est quand même très intéressant. À ce niveau-là. Là, on a un comète, on a un astéroïde, et puis on a à peu près
le météore de Tchelabinsky ici. Donc c'est quand même, assez intéressant. Donc voilà pour cette quatrième partie du déchiffrage. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors là, bien sûr, pour le Raphaël, là j'ai déjà commencé, je suis déjà parti là. Il y a quand même une vidéo très importante à faire sur la revue de presse. Il y a quand même beaucoup d'informations à voir. Alors je ne vais pas les énumérer là, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais pour la prochaine vidéo, ce sera bien évidemment la revue de presse d'avril-mai. Et puis je repartirai sur Raphaël. Alors voilà, je suis déjà bien lancé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, comme d'habitude. Très élogieux et lucide, humble, bien sûr. Mais non, vos abonnements seraient très appréciés. Alors, comme vous savez, c'est pas évident sur YouTube, sur cette plateforme, hein, pour justement se sortir de cette matrice asservissante, dont je représente la chaîne, dont d'autres aussi, alerteurs bien sûr, informateurs. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine. Merci.